Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sévan Torossian, directeur du département études et recherche chez Arthur Lloyd, qui publie un baromètre de l'attractivité, de la résilience des territoires. On verra qui sont les champions de l'économie verte. Notre débat, il nous permettra de découvrir les nouveaux géants et ce processus de formation des collaborateurs à ces enjeux justement de transformation environnementale et sociétale. On s'appuiera notamment sur l'exemple de Leroy Merlin. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Rezam et sa solution de coordination des transports sanitaires. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Sévan Torossian. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes donc le directeur du département études et recherche chez Arthur Lloyd. On rappelle rapidement, c'est quoi le métier d'Arthur Lloyd ? C'est un conseil en immobilier d'entreprise. En fait, notre métier numéro 1, c'est d'accompagner les entreprises dans la recherche de locaux professionnels. Et donc vous publiez, je crois que c'est la 6e édition, ce baromètre de l'attractivité, de la résilience des territoires, des métropoles françaises. On parle de quoi ? D'enjeux de transition des territoires. L'idée c'est quoi ? D'identifier les villes, les régions les mieux ou les moins avancées ? Tout à fait. Alors, c'est l'idée de comprendre ce qui se passe sur le territoire, parce que la France est en train de se transformer. Des régions qui étaient hier très dynamiques le sont peut-être aujourd'hui un peu moins. Des territoires émergent, attirent des populations, des emplois, et notamment de nouvelles filières vertes. Mais c'est aussi d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui façonne l'attractivité de ces territoires. Et donc nous, on a tout un nombre d'indicateurs, de paramètres qui permettent justement de mesurer ça de manière très précise. Et alors justement, le critère qui est le critère dont on parle le plus souvent dans cette émission, celui de la transformation environnementale et sociétale, est-ce qu'il est où ? Est-ce qu'il est en haut de la liste pour évaluer l'attractivité ou la capacité d'un territoire justement à se dynamiser ? Tout à fait, c'est tout le sujet, si vous voulez, de la résilience. Oui. En fait, c'est comment les territoires se transforment et accueillent du coup de nouvelles filières industrielles pour permettre la création de nouveaux emplois demain et donc d'assurer cette transition d'une économie carbonée vers une économie décarbonée. Ces investissements de transition écologique, c'est combien de projets, combien de milliards investis ? Ça représente quoi ? Alors, ces investissements qu'on appelle nous de filières de transition climat, donc transition écologique, en fait, ce sont les investissements recensés par donc les entreprises dans notamment des filières industrielles. Depuis 3 ans, ce sont près de 40 milliards d'euros qui ont été injectés dans les territoires, ou vont l'être. Et si on regarde simplement le premier semestre 2022, c'est 9 milliards d'euros investis dans les territoires. Donc c'est considérable, c'est un chiffre qui est en forte croissance. Et cette croissance, elle continue là, si on regarde le premier semestre tout à fait. 2022 ? Tout à fait, c'est une croissance qui continue et qui est portée évidemment par des projets structurants et des filières, notamment dans la filière, si vous voulez, des gigafactories, de la mobilité verte, donc les voitures électriques. Voitures, batteries électriques. Voilà, tout à fait, les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, la méthanisation, si vous voulez aussi. Et évidemment, on parle aussi beaucoup d'hydrogène vert. Voilà. Toutes les filières d'éco. Donc ça, là, vous venez de nous citer en fait les premiers postes d'investissement, c'est ça, ceux qui dominent un petit peu. Tout à fait, ce sont les postes qui dominent. On peut aussi ajouter la filière du recyclage et du réemploi des matériaux, des déchets. Et c'est très important en fait pour toute la filière, si vous voulez, des écomatériaux. Voilà. Et donc ce sont vraiment des filières très importantes aujourd'hui. Je vous repose la question sur le premier semestre 2022, parce que vous dites la croissance continue, malgré l'inflation, malgré la guerre, malgré ce contexte quand même anxiogène et qui, pour des investisseurs ou des chefs d'entreprise, se disent bon, est-ce qu'on freine un peu quoi ? Tout à fait. Alors, effectivement, il faut bien avoir en tête, encore une fois, que cette crise énergétique qu'on est en train de vivre, en fait, elle accélère, si vous voulez, la nécessité de décarboner justement l'économie. Et donc évidemment, il y a énormément d'argent public qui est mis sur la table, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau français, avec différents plans de soutien de ces filières qui sont aujourd'hui, pour certaines, non rentables, pour certaines. Mais qu'est-ce que ça va accompagner ? Ça va créer, si vous voulez, des milliers d'emplois dans ces territoires. Et c'est porteur, si vous voulez, aussi d'un espoir, puisque nous, ce qu'on a constaté dans le baromètre Arthur Lloyd, c'est que 2 tiers
ces projets d'investissement, donc de ces des dizaines de milliards d'euros dont on vient de parler, portent sur des territoires qui sont éloignés des grandes métropoles. Alors justement, ça c'est intéressant parce que l'Île-de-France, donc on va retourner la chaussette en quelque sorte, à l'inverse, l'Île-de-France ne capte que 3% des investissements verts en 2021, 4% au cours du premier semestre 2022. Comment ça s'explique ça ? Alors ça s'explique par un phénomène que tout le monde connaît, c'est l'hyperdensité de la région Île-de-France. Paris, la première couronne, on est quand même dans une région ultra dense. C'est plus compliqué de créer une gigafactory, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, il n'y a plus de foncier, ce qu'on appelle le foncier, donc les terrains pour accueillir ou très peu en tout cas, pour accueillir ces filières. Et surtout, on a un coût du foncier, donc un coût de l'immobilier. Là, c'est plus le métier d'Arthur Lloyd, l'immobilier industriel, qui est quand même nettement plus élevé qu'en région. Et donc, si vous mettez ce coût du foncier de l'immobilier et vous mettez en plus dans les territoires cette capacité qu'ont les élus, les territoires à dérouler, si vous voulez, le tapis rouge pour accueillir ces nouvelles filières, en fait, vous avez les deux raisons qui expliquent la très faible part, si vous voulez, de la région parisienne dans ces filières vertes. Alors on va continuer de détailler les résultats de ce baromètre avec d'abord le top 5 des investissements durables par département. On trouve le Nord, le Rhône, l'Hérault, la Seine-Maritime et ensuite la Moselle. Donc ça, ce sont les 5 premiers. Puis alors, si on vient voir les métropoles les plus attractives, alors il y a les grandes métropoles ou les très grandes métropoles, mais là, ce qui nous intéresse sont les métropoles intermédiaires ou de taille moyenne. Donc vous voyez, le podium des métropoles intermédiaires, c'est Angers, Reims et puis ex aequo Brest et Caen. Et puis pour les agglomérations de taille moyenne, Poitiers, Bayonne et Valence. Comment ça se passe ? Il y a une concurrence, on peut dire les choses, entre ces territoires quand il s'agit d'attirer un grand projet ? Alors, tout à fait, pour les filières industrielles, il y a une concurrence. Qu'est-ce qui, en fait, peut être l'élément déclencheur, si vous voulez ? Ce sont 3 éléments, je crois, qui sont vraiment importants de rappeler. Un, on en a parlé tout à l'heure, c'est la présence de foncier. Donc, avoir les capacités d'accueil pour ces projets industriels. 2, c'est avoir, si vous voulez, des élus qui vont porter ces projets et qui vont aussi permettre de déverrouiller les freins administratifs qui sont nombreux. Et si je prends l'exemple d'un projet sur le port de Dunkerque, on avait un site, si vous voulez, clé en main pour accueillir Vercors, usine de Gigafactory. Donc là, il y a du volontarisme, volontarisme. Des élus locaux. Et 3, c'est tout ce qui est lié au capital humain, à la main-d'œuvre, et en fait à la capacité qu'ont les territoires à avoir, si vous voulez, cette main-d'œuvre. Alors ça peut être une main-d'œuvre d'ingénierie ou un passé industriel qui finalement explique, si vous voulez, la compétence sur ces projets-là. Et est-ce que la crise Covid, on a vu ce mouvement où une partie de la population voulait quitter les très grandes métropoles, ça accentue le phénomène ou finalement ça s'est assez vite tassé ? Alors, nous, ce qu'on constate dans ce baromètre Arthur Lloyd, on mesure, si vous voulez, plutôt en termes de création d'emplois, parce que finalement, les statistiques en termes de population, on les verra dans 2 ou 3 ans. Et donc, en termes d'emploi, ce qu'on constate, c'est effectivement un rééquilibrage très net depuis le Covid, en fait, des créations d'emplois en France, en région, et en particulier dans les métropoles moyennes, villes moyennes, métropoles intermédiaires, et même dans certaines... dans la ruralité également. Donc voilà, on a vraiment un rééquilibrage de l'emploi. Et donc, si vous voulez, les populations, elles sont attirées par quoi aujourd'hui ? Par la recherche d'une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui s'est amplifié avec le Covid. Mais est-ce que ça signifie, alors on a parlé de l'Île-de-France pour commencer, on pourrait parler aussi d'autres très grandes métropoles, mais est-ce que ça signifie potentiellement, si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir, une perte d'attractivité et même des perspectives de croissance un peu altérées ? Pour l'Île-de-France ? Pour l'Île-de-France, oui, par exemple. Alors pour l'Île-de-France, en fait, l'Île-de-France, on ne va pas se mentir, c'est quand même la première métropole européenne et une capitale mondiale en termes de PIB. Oui, donc ça reste un poumon économique. Ça reste un poumon économique et ça reste un atout, je pense, énorme à la fois pour la France, mais aussi pour l'Europe. Par contre, ce qu'on constate, c'est sans doute l'Île-de-France, si vous voulez, est arrivée à une sorte de plafond de verre en termes de développement. On est dans une région quand même hyper développée. Et dans un pays aussi concentré, centralisé que la France, c'est plutôt, je pense, une bonne chose que de voir justement que les territoires, les régions bénéficient, si vous voulez, d'un renouveau et d'un regain de dynamisme. Ça permet, si vous voulez, de rééquilibrer un peu les choses et d'avoir comme ça des métropoles et des territoires qui
qui peuvent aussi se développer en étant évidemment connectés à Paris, en étant interconnectés. Mais ça, si vous voulez, ça fait naître de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités de développement, je pense, pour ces territoires. Merci beaucoup, merci Sévan Torossian et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, à la découverte des nouveaux géants. Et pour le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Ambroise Collomb, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général, le cofondateur des nouveaux géants. Joachim Pommeret, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de produit chez Leroy Merlin. Alors, c'est quoi les nouveaux géants ? Dites-nous tout. Notre mission chez les nouveaux géants, c'est de concrétiser la transition écologique dans les entreprises. Et une entreprise, c'est quoi ? C'est des hommes et des femmes qui font leur métier, tout simplement. Et ce métier, il va évoluer. Aujourd'hui, un directeur financier, il va devoir accompagner la performance extra-financière de son entreprise. Un responsable produit, il doit faire de l'éco-conception. Et donc, chaque métier va devoir faire sa transition. Et nous, on crée tout simplement des parcours de formation innovants pour permettre la transition de ces métiers. Ouais. Et innovant en un mot, puisque chaque parcours de formation se base sur un projet réel de l'entreprise. Ça peut durer combien de temps ? C'est des formations de plusieurs mois quand même ? Ça prend du temps quoi, de bien former. L'idée, Alors ça dépend du nombre de collaborateurs à former, j'imagine. Bien sûr, mais nous, on embarque des équipes de 15 personnes pour que ça reste à taille humaine, et ça dure un trimestre. D'accord, Voilà. ça dure Donc 3 mois. éventuellement, on va faire plusieurs équipes, plusieurs promos au sein d'une même entreprise. C'est quoi ? C'est une sorte de feuille de route écologique à laquelle vous participez ? C'est un peu ça l'idée ? Nous, on n'est pas une entreprise de conseil, donc on ne va pas faire la stratégie de l'entreprise. On va seulement, une fois que cette stratégie est faite, on va seulement se dire, quels métiers doivent évoluer au regard de ça, et donc on va les former pendant un trimestre. L'idée, c'est qu'ils soient vraiment autonomes à la sortie, et ce qu'il faut comprendre, c'est un peu, pour prendre un parallèle, c'est un peu comme la transition digitale. La transition digitale est arrivée, tous les métiers se sont fait impacter et c'est 20 à 80% des tâches quotidiennes qui changent. La transition écologique, c'est pareil, seulement ça vient chahuter jusque dans le business model des boîtes. Donc c'est encore plus puissant. Et donc du coup, l'idée, c'est simplement d'accompagner les 10 grands métiers des entreprises en IT, en logistique, en finance, etc. Joachim Pommeret, pourquoi Leroy Merlin a fait appel aux nouveaux géants ? Alors effectivement, moi, j'ai fait partie de la première promotion chez Leroy Merlin accompagnée par les nouveaux géants. En fait, nous, on est une entreprise qui distribue des produits pour l'amélioration de l'habitat. Et en fait, on a calculé 90% de l'impact carbone d'un groupe comme Leroy Merlin, c'est les produits. Ouais. Il y a les magasins, il y a le transport, certes, mais le cœur, c'est quand même les produits. Et donc, que ce soit par la fabrication, les matières utilisées, puis l'utilisation des produits. Donc nous, on a un objectif fort de réduire notre impact carbone. Donc ça passe par monter en compétence sur le sujet. En fait, l'éco-conception, c'est nouveau pour nous. Et concrètement, on a beaucoup de volonté, mais comment on fait ? Et ça, on a besoin d'être accompagné. Alors on y reviendra à cette idée d'éco-conception, mais c'est quoi ? C'était complet, ou c'est d'ailleurs, ça continue, complémentaire parce qu'il y a des plans de formation dans toutes les entreprises, dans toutes les grandes entreprises, donc c'était quoi ? Complémentaire des plans de formation qui existaient déjà, d'une certaine façon ? Alors on a effectivement des plans de formation sur beaucoup de sujets, on est très bien accompagné, mais sur ce sujet-là, précisément de l'éco-conception, c'est à la fois, on a le besoin à la fois d'être accompagné techniquement, comment est-ce qu'on fait, et puis c'est aussi un coaching, peut-être qu'on en reparlera, mais on a besoin d'être coaché sur le changement de mentalité. C'est un vrai changement de mindset, en fait. Donc pour moi, dans mon métier, c'est un vrai changement de métier, en fait. Donc j'ai beaucoup d'envie, beaucoup de volonté d'avancer, mais on ne sait pas forcément par quoi commencer. Alors justement, ce coaching, je vais vous poser la même question à tous les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire remettre même en cause des choses que vous aviez appris, peut-être dans vos études ou dans vos premières années de salariat ? Alors, je ne sais pas si la réponse est d'abord moi. Est-ce que ça va jusque-là ? Allez-y. Moi, ça en fait, ça peut remettre en question la manière de faire traditionnellement les produits. En fait, on travaille traditionnellement, on pense à un besoin d'un habitant, se chauffer, ventiler sa maison, rafraîchir sa maison, en l'occurrence en ce qui me concerne, sur mes catégories. Et puis, on va chercher les meilleurs produits qui ont la plus grande efficacité pour répondre à ce besoin-là. Maintenant, le changement de mindset, il est de se dire, je vais continuer à répondre à ce besoin-là, mais je vais aussi faire en sorte de réduire au maximum l'impact de mes produits sur les ressources, sur le CO2. C'est une donnée en plus qui vient parfois effectivement percuter pas mal la manière dont on fait le job. Alors ce coaching, il consiste en quoi ? En fait, l'idée, on va accompagner donc ce groupe pendant un trimestre. Nous, on croit à la puissance transformatrice du présentiel, puisque, comme tu l'as dit, c'est un changement de mindset. Il ne s'agit pas juste de prendre de la connaissance compétence, sinon on ferait uniquement du e-learning. Mais on croit aussi à la puissance du e-learning. Donc pendant un trimestre, on va avoir des séquences présentielles
et des séquences e-learning tous les jours. Et par-dessus ça, comme le but de ce trimestre, c'est de monter un projet, donc là, en l'occurrence, ça a été d'éco-concevoir une clim, et ben on va coacher toutes les semaines pour s'assurer que le projet avance. Donc c'est vraiment ce qui fait un des éléments forts de différenciation de ce qu'on propose, c'est que c'est de la formation, c'est-à-dire l'objectif est d'avoir les compétences à l'arrivée, mais le moyen, c'est de faire un projet réel, de créer un produit dans le cadre de l'éco-conception qui va être sur le marché demain un vrai produit. Alors donc là, on peut prendre l'exemple concret. Donc c'est l'idée, vous avez vraiment travaillé sur une nouvelle forme de climatisation, une nouvelle clim, c'est ça ? Effectivement. Alors on a été plusieurs groupes. J'ai des Ouais. collègues qui ont fait des qui ont pris des projets passionnants sur d'autres produits. En l'occurrence, avec mon équipe, on a décidé de travailler sur quelque chose de difficile, qui est la clim mobile. C'est vraiment très précis. Ouais. Parce que c'est un produit symboliquement, qui est symboliquement fort parfois les excès qu'on peut imaginer dans son utilisation. Donc on s'est attaqué à ce produit-là parce que pour nous c'est un enjeu important de transformer ce marché-là, et puis on voulait s'attaquer à un morceau un peu difficile. Et donc, Il y a une ambition. Voilà, et le sujet de l'éco-conception, c'est de repenser un produit pour répondre toujours aux besoins de l'habitant, mais en minimisant l'impact. Voilà, il faut que le produit se vende à la fin, sinon on se fait plaisir et ça sert à rien. Donc on a repris la clim mobile en l'occurrence. Qu'est-ce que vous avez changé ? Et alors on a C'est dans le sourcing des matériaux. Voilà, le process est en cours, et alors ça va pas vous étonner, mais on a vu que 85% de l'impact c'est dans l'utilisation. D'accord. Et donc c'est pas, on peut vouloir rapatrier la production ou changer le matériau, ça aura un impact assez faible. Et donc on avait l'intuition de ça, mais le coaching nous a permis de le mesurer, de le chiffrer, de savoir si c'est vraiment 85%. Donc quand on prend ça, on se dit comment est-ce qu'on va changer la manière dont les gens vont l'utiliser. On n'est pas chez eux avec eux. Ouais. Et donc on a imaginé, on a eu des séquences de brainstorming où moi j'ai fait venir des gens de métiers très différents, et on a imaginé des solutions comme par exemple des fonctionnalités qui vont responsabiliser le client, des limiteurs de température par exemple. En dessous de 27 degrés, ça va se bloquer, alors il faudra débloquer manuellement. On va afficher la consommation électrique, on va mettre des capteurs qui vont permettre de dire tiens, quand il y a trop de luminosité, peut-être que tu n'as pas fermé ton store, alors ferme d'abord ton store. Voilà, c'est ce genre de solution qu'on est en train de creuser. Donc c'est presque un outil pédagogique que vous avez créé, si je comprends bien. C'est une des pistes qu'on a creusées, c'est responsabiliser l'utilisateur avec ces fonctionnalités-là. C'est de la pédagogie. On a aussi d'autres fonctionnalités qu'on a travaillées avec nos ingénieurs, du coup, grâce à ce coaching, comme la ventilation, qui est assez peu utilisée dans un appareil. Or, on peut combiner le fonctionnement de la clim avec un ventilateur intégré et on réduit la consommation. Voilà. Il y a d'autres solutions pour limiter les déperditions d'énergie. Et on a réussi à trouver des solutions qu'on saura probablement commercialiser et produire. Voilà, là où au départ, très honnêtement, ça nous paraissait impossible. Et alors, quel a été le rôle des coachs, des accompagnateurs des nouveaux géants sur ce projet très, très précis ? Parce que voilà, là on est vraiment dans le concret. C'est bon, ok. Qu'est-ce que je mets comme capteur ? Ça allait jusque-là, quoi. Comment ça s'est passé ? Ouais. Alors, nous, on a une philosophie assez particulière. Alors, les nouveaux géants, c'est nos apprenants. Donc, Joachim est un nouveau géant. L'idée, c'est de créer ces nouveaux géants dans les entreprises pour qu'ils se saisissent eux-mêmes du sujet et qui n'aient plus besoin de faire appel à de la compétence extérieure. Et donc, nous, notre rôle, on a une posture particulière, c'est que si on arrive et qu'on répond à toutes les questions de Joachim et qu'on lui dit il faut mettre tel capteur, il faut mettre ça, au bout de 3 mois, on n'est plus là et ne sait plus faire. Et donc, au contraire, nous, notre posture, c'est de lui donner évidemment les outils, mais surtout lui donner l'autonomie à la fin pour qu'il sache faire. Donc, où sont les ressources, comment tu vas trouver, comment tu utilises ta créativité, etc. Oui, parce que le défi, c'est quand même... le Roi Merlin n'est pas votre seul client. Non. Donc, j'imagine que vous travaillez avec des entreprises qui sont dans des domaines d'activité très, très différents. Donc vous n'êtes pas expert à la place des experts des Non. entreprises. Quoi. Mais donc, votre façon, expertise, elle s'inscrit où et comment ? C'est ça que je voudrais bien comprendre. Non, nous, en effet, on n'est pas experts et on ne le revendique pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, sur chacun des métiers, parce que là, l'éco-conception, c'est un métier, mais on en a d'autres qu'on accompagne. Sur chacun des métiers, on travaille avec des experts qui sont experts de la modification de ce métier. Nous, notre expertise, c'est de rendre ce trimestre engageant pour les apprenants et de leur permettre de lever tous les freins à l'action. Et alors les freins, les premiers, c'est ils n'ont pas les connaissances, compétences, donc on leur apporte. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on sous-estime largement parce que l'écologie, c'est un sujet qui n'est pas émotionnellement neutre.
Donc c'est je me sens pas concerné, c'est pas mon job, voilà. Et on va prendre pas mal de temps avec les apprenants pour lever tous ces freins-là. Et à l'arrivée, l'objectif c'est d'en faire presque des entrepreneurs en fait. Est-ce que c'est important d'avoir, on parle souvent de la claque climatique ou de la fresque du climat qui est proposée aussi en formation à pas mal d'entreprises ou de collectivités. Est-ce que c'est important, quand on se lance dans un projet comme ça, d'avoir le même niveau de connaissance ? Ouais. Alors, nous, on propose, notamment via le e-learning pour le coup, des connaissances sur les limites planétaires pour être pas que climat, pour être sûr que tout le monde a les bases, le même niveau de connaissance. Mais ça, c'est presque un niveau plus de sensibilisation que de connaissance, parce que c'est comprendre le problème en fait. Oui, mais ça permet aussi d'être motivé derrière. Bien sûr, et ça permet, il faut alimenter le pourquoi, sinon évidemment on n'agit pas. Donc ça, c'est en effet quelque chose d'important. Par contre, en tant que les nouveaux gens, on ne considère pas que c'est notre mission principale de faire cette sensibilisation, parce que comme vous l'avez dit, il y a la fresque du climat, il y a des super outils qui existent déjà. Nous, on arrive après pour dire on a vu le problème, maintenant on fait quoi ? Cette sensibilisation, justement, elle avait été faite avant, parce que là, on parle d'éco-conception, c'est pas non plus... ça fait pas 2 mois que Leroy Merlin se pose la question de l'éco-conception de ses produits, j'imagine. Non, pas du tout. En fait, on est arrivé, on était une grosse quinzaine à ce programme-là. On arrive tous avec un niveau différent de formation, d'information, de sensibilisation. Le point commun quand même de toutes les personnes qui étaient là, c'était qu'on est tous motivés d'une manière ou d'une autre. Sinon, on n'aurait pas été là. Et donc, on a, au cours du coaching, effectivement, au départ, peut-être une remise à niveau sur les principaux enjeux. Certains étaient au courant, d'autres moins. Effectivement, chez Leroy Merlin, en l'occurrence, on a des formations, on a des sensibilisations, on était très nombreux à faire la fresque du climat, par exemple. On a toute une organisation qui est faite autour de l'impact positif, c'est le terme qu'on emploie chez nous. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et comme pour tout le monde, en tout cas, je parle à titre personnel, je suis toujours en amélioration et voilà. Alors, je reviens et on va terminer là-dessus sur cette climatisation mobile. J'ai bien compris. Est-ce que vous avez modélisé les économies d'énergie, ça c'est un élément important aujourd'hui, ou de CO2 qu'on peut faire avec cette nouvelle éco-conception de la clim? Alors on a fait une première modélisation qui nous dit qu'on peut baisser entre 20 et 40% les ressources, l'électricité consommée. Après, on a notre laboratoire qui se met en route aussi pour aller plus finement, parce qu'on a la responsabilité de la preuve. Après, au fond, notre objectif est aussi, et je veux dire clairement, de vendre moins de produits de clim mobile et de vendre des solutions qui sont beaucoup plus vertueuses, mais dans celles qu'on continuera à vendre, pour le coup, il faut qu'elles soient plus vertueuses. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec Ali Hanoud, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur, le président de Resam. Alors c'est d'abord une histoire de famille. Expliquez-moi, expliquez-nous. Oui, effectivement. En fait, on a fondé la start-up suite à des problématiques que mon épouse rencontrait lors de ses journées, puisqu'elle est infirmière au SAMU, aux urgences. Et elle avait énormément de problématiques avec les transports sanitaires. Et du coup, en écoutant ces problématiques de manière quotidienne, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et on a développé ensemble un petit prototype qui a plu. Et ensuite, un peu plus tard, ma sœur nous a rejoints pour nous aider à développer l'entreprise. Bon. Voilà. Alors c'est quoi Resam? Comment ça marche? Alors Resam, c'est 2 solutions, qui a un noyau, on va dire, en commun. Mais c'est une solution qui est destinée aux services d'urgence, donc les SAMU par exemple, qui va aider à réduire les temps d'engagement, à améliorer l'exécution du secours à victimes et également participer au désengorgement du service d'urgence en anticipant les arrivées des moyens de secours terrestres. Voilà, pour schématiser. Et la deuxième solution, c'est une solution qui va être à destination des professionnels de santé, mais pour le domaine non urgent, par exemple, un patient qui doit faire des chimios, qui va avoir une dizaine de séances dans le mois, il va juste rentrer ses séances dans l'application et on va lui organiser ses transports aller-retour pendant toute la durée de ses soins. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est une solution, c'est une appli, c'est une solution? C'est ça, c'est une multitude d'applis, parce qu'il y en a pour les professionnels, il y en a de l'autre côté, il y en a pour l'embarqué, il y en a pour les coordinateurs, les régulateurs, voilà, il y en a un peu partout parce que c'est un domaine un peu complexe. Mais effectivement, c'est une suite d'applications
qui a pour but d'améliorer, de rendre plus efficient le transport sanitaire français. Parce que alors justement, pardon de vous interrompre, si on essaye de lister un peu les difficultés rencontrées par les transports sanitaires, les transports médicaux, pour ensuite comprendre comment vous les contournez ou comment vous les améliorez. Okay. On peut prendre le cas par exemple du SAMU. Aujourd'hui, on travaille avec l'un des plus grands SAMU de France, qui est le SAMU de Seine-Saint-Denis, dans le 93 à l'hôpital Avicenne. Et ils font à peu près 5000 interventions au mois. C'est un gros SAMU. Et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est que le parc, lui, ne va pas forcément grandir de manière exponentielle. Donc il y a un nombre de véhicules limité pour un nombre de cas qui, lui, est croissant. Nous, on vient optimiser tout ça, on vient réduire les temps d'engagement. Donc le temps d'engagement, c'est à partir du moment où un médecin régulateur dit qu'il faut envoyer tel type de véhicule, il faut mettre la main sur le véhicule, il faut l'envoyer. Nous, ce qu'on vient faire, c'est que notre logiciel, à partir du moment où il sait ce qu'on doit envoyer, en quelques secondes, il va être capable de dire, en fonction du profil du malade, de la pathologie, de où il se trouve, il faut envoyer ce véhicule-là parce qu'il est équipé du matériel, parce qu'il est plus proche, ou parce qu'il est en intervention, mais dans 5 minutes, on estime qu'il va finir et qu'il va pouvoir arriver avant les autres. Voilà. Et ça le fait en quelques secondes. Alors que le coordinateur, aujourd'hui, il a besoin de récupérer son petit tableau Excel, de savoir qui est dans quel secteur. C'est un peu long. Et ces temps d'engagement réduits permet d'avoir un vrai impact auprès de la victime. Par exemple, sur une douleur taux, ça peut tout faire. Ça peut, douleur taux, douleur thoracique. Thoracique. Voilà, c'est ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, on arrive auprès de la victime. Donc l'outil va permettre de prendre un bilan numérique, de remonter les constantes vers le SAMU, également vers le service d'urgence, donc d'améliorer la prise d'information et la remontée d'informations. Et arriver aux urgences, d'anticiper, puisque les services des urgences vont avoir toute l'information un peu comme un écran dans un aéroport, en disant il y a tel moyen qui arrive, avec telle personne dedans, telle constante, et qui change en temps réel. Et du coup, l'infirmière d'accueil d'orientation va pouvoir anticiper. Pour les patients, c'est évidemment du temps d'attente qui se réduit, c'est ça. On parle souvent de perte de chance en santé, donc c'est une capacité à être mieux soigné, tout simplement. Mais on est dans ce degré d'importance du métier que vous êtes en train de... Exactement, et en plus de ça, on l'informe. Aujourd'hui, quand on va prendre en charge une victime qui appelle le 15, il va avoir une estimation sur ses temps d'intervention, mais ça peut doubler, ça peut tripler en fonction de son état. Nous, on va l'informer. Il va recevoir une information par SMS avec un petit lien, il va cliquer dessus et il aura en fait des mises à jour en temps réel de l'état de son intervention. Ce qui va permettre en fait juste de le rassurer. Et déjà, juste ça change beaucoup de choses. Ou les proches, parfois la victime n'aura pas accès, mais les proches. Et juste ça change beaucoup de choses. On sait que ça arrive, on sait que c'est en cours, on peut rappeler, on peut... Voilà, et, on peut se préparer aussi. Se préparer, exactement. Et ne serait-ce que cette petite fonctionnalité a un effet important sur les victimes et l'entourage des victimes. Merci beaucoup Ali Hanout, bon vent, bravo, bon vent à Rezam. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Laurel Cazade, Alexis Oustabassi-Dissosson et Elisa Bernardo à la réalisation. Salut à toutes et à tous.